Attention, cette vidéo spoil la fin d'In the Fade. Bon, même si ce n'est pas vraiment un spoil, puisque même le résumé raconte la fin. Mais bref, si vous avez déjà vu le film ou si le spoil, qui n'en est pas vraiment un, ne vous dérange pas, vous êtes le bienvenu. Aus dem Nichts est un film germano-français réalisé par Fatih Akin. Il a été diffusé au Festival de Cannes le 26 mai 2017, au Festival du film de Sydney le 17 juin 2017 et est sorti dans les salles obscures allemandes le 23 novembre 2017. Il ne s'agit donc pas tellement d'un film de 2018 que d'un film de 2017. Oui, mais seulement voilà, il est sorti chez nous ce 17 janvier. Donc en ce qui me concerne, il vient de sortir. D'ailleurs, pour des raisons aussi mystérieuses que mystiques, Aus dem Nichts a été traduit en France par In the Fade. Ce délire de traduire des noms étrangers par des noms anglais en France, faudra qu'on m'explique un jour, non, parce que là c'est franchement nawak. Bref, passons au synopsis. Je ne vais cette fois-ci pas trop m'étendre sur l'histoire qui peut se résumer assez facilement. Le film est divisé en 3 parties distinctes, nommées à l'écran. La première partie s'appelle La famille. On nous présente Kadja, mariée au Kurde Nuri Sekersi, qui vivent tous les deux une vie heureuse à Hambourg en Allemagne, avec leur fils de 5 ans. La vie de cette femme va basculer le jour où son mari et son enfant trouvent la mort dans un attentat. Détruite par la perte soudaine de sa famille, Kadja parviendra toutefois à identifier une jeune femme qu'elle avait aperçue peu de temps avant les faits rôder devant le bureau de son mari. Il va s'avérer qu'effectivement cette femme et son conjoint sont membres du groupuscule néo-nazi NSU et ont commis cet attentat à cause de leurs opinions politiques. Et de leur racisme, tout simplement. S'ouvre alors la seconde partie du récit, nommée La Justice, où il sera question du procès de l'audit des différents témoins, dont celui de Kadja pour finir. Finalement, le procès aboutira à un non-lieu et le couple néo-nazi sera relâché. Kadja est psychologiquement détruite une seconde fois. La troisième et dernière partie du récit se nomme La mère. Kadja sera en Turquie et retrouve les 2 assassins de sa famille. Elle hésite longtemps, et malgré le soutien de son avocat qui maintient qu'un recours en appel est possible, elle décide de mettre fin à ses jours en se faisant exploser avec le même type de bombe qui a tué son mari et son enfant, le tout dans le camping-car stationné sur la plage du couple néo-nazi, les tuant avec elle de ce fait. Il s'agit du 9e long-métrage de fiction du réalisateur, qui a également fait des documentaires et moult courts-métrages. Autant dire qu'on n'a pas affaire à un débutant. Et ça se sent, ce film fourmille de petites figures de style cinématographique. Je pense notamment aux multiples jeux sur la profondeur de champ, où des changements de focale nous font passer d'un sujet à un autre, d'une situation à une autre. C'est très classique, mais quand c'est bien fait, ça a le mérite d'être plaisant à regarder. De plus, le film use régulièrement de demi-bonnettes, ce qui lui permet d'obtenir la mise au point à 2 endroits distincts de la profondeur de champ, simultanément dans le même plan. Souvent utilisée par Brian De Palma, une demi-bonnette est généralement trahie par un flou séparant les 2 endroits du champ. Cela étant dit, je n'ai jamais vraiment vu ce flou dans le film, au point que j'ai à un moment douté de la présence de cette bonnette. Je suppose qu'il a été amoindri, voire supprimé au montage. Ou alors Fatih Akin a utilisé une autre technique pour obtenir cette double profondeur de champ. S'il y a des techniciens parmi vous, manifestez-vous. Le réalisateur opère également un jeu dans les reflets, qu'il s'agisse du reflet de ses personnages sur une vitre, un miroir, ou du reflet de gouttes de pluie, par exemple, sur le visage de son actrice. Encore une fois, tout cela est assez simple, mais assez efficace pour montrer le déchirement du protagoniste, partagé entre la nostalgie heureuse et le désir de vengeance. C'est également exprimé avec le montage, notamment sur les écrans titres, toujours disposés de la même façon à l'écran et toujours précédés d'une séquence filmée par un téléphone, ou prétendument filmé par un téléphone, qui représente un souvenir heureux. Alors dans l'ordre, le mariage de Kadja et Nuri précède la famille, la construction d'une voiture électrique pour leur enfant précède la justice, et un jour passé en famille à la mer précède, c'est logique, la mer. Cet effet est sympa dans le fond, mais dans les faits, il rend prévisible la construction de l'histoire plus qu'autre chose. Car oui, je pense qu'il faut aller voir ce film sans rien savoir sur lui, ni même son pitch, à savoir, une mère de famille va venger la mort de sa famille, abattue lors d'un attentat néo-nazi. Ce pitch, dont j'ai eu connaissance en entrant dans la salle, est bien trop révélateur et il se trouve que le film ne racontera pas grand chose de plus. C'est avec l'attentat qu'il commence et c'est avec la vengeance qu'il s'achève. Aus dem Nichts traîne ainsi en longueur pour quiconque a pris connaissance de son histoire auparavant, car son exécution est assez prévisible de par une structure rigide, répétitive et lente par l'exécution très contemplative de son récit. Le gros point positif du long métrage, c'est clairement son actrice. Diane Kruger porte le film à elle toute seule. Elle est époustouflante de justesse, pas une seule fausse note. Elle sait totalement incorporer ce personnage détruit jusqu'au fond de son âme. Non, vraiment, on a affaire à une performance d'actrice de haut vol. Autant dire qu'elle ne l'a pas volé, son prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Bon,
Si la forme est maîtrisée, bien qu'assez académique, c'est dans le fond que le film pêche le plus. Le récit est narré comme un documentaire, il est presque constamment filmé en caméra à épaule permettant une plus grande immersion, la colorimétrie essaie de coller le plus possible au naturel, elle est presque fade, le tout pour ne jamais nous sortir de cette immersion de réel. Je n'ai pas noté de réelle musique extra-diégétique, ou alors elles sont discrètes. Les rares moments musicaux sont ceux où les personnages eux-mêmes écoutent la radio par exemple. Pareil, ici le but est de coller le plus possible à la réalité. Oui, mais le problème c'est que contrairement à un bon documentaire, ici le point de vue est clairement orienté. On a en face de nous Kadja, elle vient de perdre son mari et son enfant. Elle est désespérée, anéantie. Le procès se passe mal, et la seconde partie du récit, ironiquement nommée La Justice, s'achève sur la libération des deux responsables de ce drame. Alors oui, elle doit se venger. Et là j'ai un problème. Qu'essaie de me dire ce film? Que si le système judiciaire refuse de condamner mes agresseurs, je dois le faire moi-même? J'ai eu la désagréable impression tout le long du visionnage que le film tentait un plaidoyer pour la loi du talion, comme s'il tentait de légitimer la vengeance. Le dernier véritable plan du film est parlant. Il montre le camping-car du couple néo-nazi qui explose sur la plage. Ce plan est divisé en deux. À gauche la fumée noire provoquée par cette vengeance, et à droite la mer, le bleu du ciel. À gauche la guerre, à droite la paix. À gauche l'attentat, à droite, le souvenir. À l'image de ce plan iconique, en ce qu'il est le dernier, le film est trop binaire. Il traite la question du bien et du mal de façon expéditive, en simplifiant à l'extrême son scénario. Kadja est gentille et elle veut que les méchants néo-nazis soient punis pour leurs crimes. Or, à mon sens, quand on parle d'attentat, il est dangereux d'être aussi manichéen. Quelles sont les raisons de cet attentat? Je ne défends évidemment pas les néo-nazis, je suis contre toute forme de violence. Mais contrairement à ce que pouvait affirmer Nicolas Sarkozy par exemple, quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable. Non. Expliquer, ce n'est pas pardonner. Sans nuance, sans ambiguïté, en identifiant aussi facilement le bien du mal, on tombera nécessairement dans une légitimisation de la violence. Assassiner ce couple néo-nazi est normal, puisqu'ils sont méchants. Je trouve ça d'autant plus choquant que ce film dénonce les attentats meurtriers du groupuscule néo-nazi NSU, qui entre 2000 et 2011 ont tué 8 immigrants turcs, un immigré grec et une policière. Mais alors si le film souhaite dénoncer ce type d'attentat, pourquoi passe-t-il son temps à justifier celui commis par Kadja à la fin? C'est extrêmement maladroit, et ça dénature complètement le message du film qui finit par justifier la violence, justifier la loi du talion. Bon, vous aurez compris, il y a à mon sens quelque chose qui cloche dans ce que le réalisateur essaie de nous dire à travers son film. Je pense savoir de quoi il s'agit, mais pour vous l'expliquer, je me permets une petite aparté sur un autre film, La dernière maison sur la gauche, réalisé par Wes Craven et sorti en 1972. Ce film a une histoire somme toute aussi simple que celle d'Os dem Nichts. Une jeune fille se fait séquestrer, torturer et enfin violer par 3 agresseurs qui vont ensuite chercher refuge chez de braves gens. Ils prétextent un accident de voiture et se font donc accueillir pour la nuit par ce couple qui s'avère être les parents de la jeune fille qui s'est faite violer. Le film joue ainsi sur une ironie dramatique. Alors qu'on avait peur que les 3 agresseurs s'en prennent à ce couple paisible, c'est en fait ce couple paisible qui vont effectuer une sordide vengeance sur les violeurs de leur fille. Ce film est à mon sens excellent et est devenu au fil du temps un classique du cinéma. Pourtant, comme pour Os dem Nichts, ce film semble légitimer la violence. On est heureux que ce couple finisse, en usant de violence, par venger leur fille. Oui, mais voilà, La dernière maison sur la gauche est un film d'horreur, c'est un pur divertissement jubilatoire. À aucun moment Wes Craven essaie de nous dire que la violence est une solution qui permettrait, dans certains cas, d'obtenir justice. À l'inverse d'Os dem Nichts, qui est un drame politisé qui contextualise un conflit réel. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Dans Os dem Nichts, même si on peut trouver le film divertissant, ce qu'il nous montre n'est pas innocent. Il oriente la morale dans un sens bien précis, à l'inverse de Wes Craven qui voulait un film d'horreur jubilatoire, jouissif et divertissant, où les rôles seraient cette fois inversés, faisant ainsi preuve d'un certain humour noir. Fatih Akin souhaitait dénoncer les crimes du NSU, comme l'indique le dernier panneau texte du film. Cette intention est à mon sens ratée, dans la mesure où il condamne une violence pour en légitimer une autre. Même si le film est maîtrisé techniquement, même s'il offre une performance d'actrice époustouflante, l'intention du réalisateur n'est pas respectée. Ce qui, si ça n'en fait pas un mauvais film, l'empêche d'être un bon film. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, même s'il était un peu plus touffu, aussi bien sur le blabla technique que moral. Ce film réussit beaucoup de choses, simplement déterminer et juger l'intention du réalisateur est indispensable à la critique. Dans ce cas, le réalisateur n'a pas réussi à exprimer ce qu'il souhaitait, donc quelque part, le film est raté. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Popcorn.